Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, suite à ce qu'on a vu la dernière fois par rapport au conflit israélo-palestinien et la politique américaine de l'administration Trump, on va reprendre nos idées de départ, c'est-à-dire il était question au départ de voir quels sont les éléments qui transparaissent à travers la nouvelle administration américaine et qui pourraient éventuellement constituer les bases d'une nouvelle politique américaine par rapport au monde arabe différente de celle d'Obama qui a précédé. Et donc, aujourd'hui, je reprends à partir de là, justement, la question de le conflit qui s'annonce avec l'Iran. Ensuite, le go-between israélien entre Américains et Russes, surtout après la dernière visite de Netanyahou à Moscou, où apparemment, à l'ordre du jour, il y avait une discussion sur comment envisager l'expansion iranienne en Syrie et dans la région. Donc, juste un petit rappel historique à propos de ce que moi j'appellerais l'orientalisme américain par rapport à cette région. Justement, puisque les États-Unis n'ont pas développé comme les autres empires, à savoir l'Empire français et l'Empire britannique, un savoir fondé et solide par rapport à cette partie du monde. Et ça, je l'ai développé dans des conférences. Ils ont toujours eu recours, dans leur lecture de la région, à ce que j'appelle, moi, l'orientalisme israélien. Malheureusement, voir les intérêts des États-Unis dans cette partie du monde à travers le prisme des intérêts israéliens, c'est pas fait pour clarifier les situations et savoir qui est avec qui. Je donne un exemple. Par exemple, du temps de Bush. Il avait, Bush, un gouvernement pro-américain qui était installé à Beyrouth. Celle de Siniora, Fouad Siniora, qui représentait à l'époque la tendance ou la mouvance du 14 mars, qui n'existe plus actuellement. Et il donne le feu vert à une invasion israélienne du Liban. C'est-à-dire, il a mis le gouvernement pro-américain de Beyrouth en porte-à-faux. C'est-à-dire, si on va prendre position, ou si Siniora devait prendre position pour dire qu'il est avec l'Amérique contre la résistance de Hezbollah, on va le taxer de pro-israélien, de facto, ce qui est normal. Et s'il prend position contre l'invasion israélienne, il va fâcher Bush, parce que les Israéliens fonctionnaient avec un feu vert américain. Et donc, c'est ce genre de situation, c'est-à-dire
Ce qui s'annonce maintenant, c'est ce que je crains, que Trump commence son approche dans la région par le biais d'Israël et de Netanyahou, ça va donner peut-être au régime syrien une nouvelle légitimité, entre guillemets, je mets ça, parce qu'on va crier demain comme quoi c'est l'axe de la Moumanaa qui est en train de faire face à une nouvelle invasion israélienne. Surtout avec les dernières déclarations israéliennes qui disaient il y a 2 jours que Israël va considérer que tout ce qui bouge sur le sol syrien et qui est pro-iranien va constituer une cible pour leur aviation. Et que Netanyahou, un des objectifs de sa visite à Moscou, c'était de discuter avec Poutine, justement, de cette affaire-là, dans quelle mesure Israël est autorisé. On l'a vu qu'elle était déjà autorisée, c'est-à-dire malgré le système de défense russe installé au-dessus de la Syrie et le S-300 et tout, ça n'a pas empêché l'aviation israélienne de cibler tel ou tel convoi, soi-disant, d'armement pour Hezbollah qui se dirigeait vers le Liban. Et même le dernier raid, ça a visé des entrepôts de l'armée syrienne de Bachar al-Assad. Et donc, l'autorisation est là, c'est-à-dire Poutine aurait pu empêcher, mais en même temps, il essaye de ménager ses rapports avec le régime et ses très bons rapports avec Israël. C'est comme ça que ça se passe dans la réelle politique, malgré que les gens dans la rue se battent comme quoi tu es avec tel contre tel. C'est pas si simple que ça. Et donc, ce dont il est question dans cette affaire maintenant, c'est pas une autorisation de la part des Russes pour permettre à Israël de faire le boulot, puisque on voit très bien en même temps que la nouvelle administration américaine se dirige vers plus d'engagement dans le conflit dans la région. Déjà, ils sont engagés en Irak sous plusieurs formes d'expertise. En Syrie, ils avaient leurs experts qui ne dépassaient pas les 1000 soldats. Et là, on vient d'envoyer 500 Marines dans la région proche de Manbij. L'objectif déclaré, c'est d'une part de préparer la grande bataille contre l'État islamique dans la région de Ar-Riqa et d'autre part d'empêcher que ça dégénère entre la Turquie et les Kurdes. Ce que je retire, moi, de ça, c'est que la nouvelle administration américaine, mis à part qu'elle va se servir apparemment de la carte israélienne, et c'est pas une bonne chose pour la région, et d'autre part, ils ont hérité, la nouvelle administration a hérité, si vous voulez, malgré toute la critique de la politique d'Obama par Trump, il a hérité de Trump au moins la carte kurde. Et il persiste à soutenir les Kurdes, et tout en sachant que c'est un dossier où c'est une carte très sensible par rapport aux Turcs, puisque pour les Turcs, ça c'est classé, au moins cette partie de combattants turcs est classée comme terroriste. Et même pour le Peshmerga de Barazani en Irak, ils n'ont pas mâché leur mot de les accuser à ces Kurdes-là de faire le jeu de l'Iran. Et dans la région de Manbij,
Ils ont livré quelques villages au régime syrien qu'ils détenaient eux-mêmes là. Et donc, on se demande ici, elle est dans la poche de qui la carte kurde? Qui traite qui cette carte? C'est comme vendre le canard, comme on dit là, le fameux proverbe arabe. Tu achètes mon canard? Non, je ne l'achète pas, etc. Bref. Et donc, on s'aligne donc dans ce dossier vers plus d'engagement des États-Unis dans le conflit, au moins syrien. Et ça fait une différence avec la politique d'Obama qui a précédé et qui a passé 5 ans de time out, quoi, d'envoyer Kerry avec des sourires et à envoyer des paroles à gauche et à droite et à ne rien faire. Pendant que les Russes créaient un fait accompli sur le terrain et changeaient le rapport de force et consolidaient le régime syrien. Et ce qui est à retenir aussi, c'est que même dans la visite de Netanyahou à Moscou, j'attache une importance à ça, il s'est avéré que on a discuté de comment faire face au terrorisme, mais il n'était pas question d'aborder le sujet du régime syrien, de Bachar al-Assad. Ça, c'est à soulever. C'est toujours la même position israélienne qui est exprimée par l'EPAC, c'est-à-dire par le lobby juif aux États-Unis, qui n'a pas changé depuis 5 ans. Ils sont toujours, ils cautionnent ou ils préfèrent le régime syrien qui a rendu beaucoup de services à Israël que de se lancer dans l'inconnu avec un remplaçant qui soit intégriste et dangereux et qu'on ne peut pas contrôler, etc. Ça, c'est des choses connues. Peu importe si dans la région, tel ou tel régime prend l'affiche de Moumana ou de résistance, mais dans la vraie politique, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, c'est à suivre quelle est la position d'Israël par rapport au régime, pas seulement au terrorisme, parce qu'ils ne sont pas bien placés, les Israéliens, pour parler de terrorisme. Ce qu'ils font au peuple palestinien, c'est pas de la démocratie à gogo, là. C'est une répression d'un peuple, quoi. Ça fait un demi-siècle que ça dure. Donc, ils n'ont pas de leçon à donner aux autres par rapport au terrorisme. Un autre élément à soulever aussi dans cette orientation qui commence à se préciser, c'est que, comme je l'ai dit au début, avant de parler du conflit israélo-palestinien, et ça c'est important, on recommence à parler de l'Iran comme étant un État, sinon terroriste, au moins qui soutient des formes de terrorisme. Et ça, c'est important, parce que s'il y a une démarcation avec la politique de Obama là-dessus, c'est sur exactement ce point, parce que Obama, avec sa conceptualisation ou sa façon de formuler ou comment il lisait les problèmes de la région, il nous a fait savoir que il n'y a qu'une seule forme de terrorisme, à savoir le terrorisme sunnite, représenté par Daesh et Al-Qaïda. Et
Vu l'état de l'orientalisme américain, comme je l'ai soulevé, on n'était pas plus avancé dans notre savoir et sur l'un et sur l'autre. Comment ils sont sortis, là, chez qui ils travaillent, ces gens-là, etc. Ça n'a pas été très clair de la part des Américains et des Européens et des médias occidentaux en règle générale. De toute façon, je tâcherai, dans une prochaine séance, de clarifier, au moins sur ce point, ça mérite d'être traité à part, qui est Daesh, d'où ça sort. Et comment ça se fait que ce fameux Daesh, avant de parler de son historique, juste je soulève quelques points qui préparent le terrain pour la prochaine fois. A priori, là, je prends un spectateur neutre et qui pose des questions, ou un petit enfant qui demande à son père, selon la classification la plus simple. Est-ce que Daesh, c'est une organisation terroriste sunnite? Réponse, oui. Bon. Son ennemi est supposé être les chiites. Bon. Troisième question de l'enfant, mais comment ça se fait que Daesh ne tue que des sunnites? Jusqu'à maintenant. On n'a pas vu, en commençant par le Yémen, jusqu'à l'Irak, jusqu'à la Syrie, comment ça se fait que Daesh n'a pas fait une seule opération contre l'Iran? C'est bizarre. Par exemple, au Yémen, toutes les opérations de Daesh, c'est contre soit l'Arabie Saoudite, soit le gouvernement légal de Hadi qui est soutenu par l'Arabie Saoudite. C'est connu. Est-ce que quelqu'un a entendu parler d'une opération de Daesh au Yémen contre les Houssites qui sont soutenus par l'Iran? Jamais. En Syrie, Alep est tombé. Si Daesh est une organisation sunnite, ceux qui sont en train de se faire battre à Alep, c'est les sunnites. Pourquoi Daesh, en tant qu'organisation sunnite, ne les a pas soutenus? Il était en train de faire autre chose. Soit de prendre du terrain à l'armée libre, soit de faire des combines avec le régime. C'est des questions, là. C'est très sérieux, ces questions, pour savoir qui travaille chez qui. La dernière fois, j'ai soulevé une petite question qui avait l'air naïve. Et comment ça se fait que Daesh, pour la deuxième fois, je ne parle pas de la première fois, presque au même moment où Alep est tombé, ils ont filé à la douce pour reprendre Palmyre. Où était le régime et l'axe de la Moumana'a et les barils de Bachar al-Assad? Et avec la même facilité qu'ils sont rentrés, ils sont sortis. Là, vous avez entendu parler qu'ils sont sortis, il n'y a pas eu de bataille. Comme ça se fait? C'est extraordinaire, là. Donc ça prépare le terrain, ces questions-là, purement logiques, là, je dirais, à revoir l'historique de cette affaire, de cette invention qui s'appelle Daesh, et pour savoir ça travaille chez qui, et peut-être qu'à Palmyre, on a tendu un piège à Trump pour dire, voilà une offre, on va faire la guerre ensemble contre Daesh. C'est le régime qui l'a dit. Et il n'est pas tombé dans le piège, Trump. Donc les Russes leur ont dit, bon, dégagez là, ça n'a pas marché votre affaire, on va trouver une autre combine. On verra la prochaine fois. Merci, et n'hésitez pas à faire des commentaires sur ce que je raconte, parce que j'ai toujours aimé le dialogue, moi, pour savoir, ça vous fait quelque chose, ce que je raconte, c'est toujours beau à voir.